Mon sujet du jour, c'est un lieu parisien qui vient d'ouvrir ses portes il y a à peu près un mois et qui est dédié aux queers racisés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette ouverture de bar. Pas du tout? Non. Très bien. Et ben ça s'appelle le Bunker et c'est tout près de nos studios, là où nous sommes. C'est métro Guy Môquet dans le 17e arrondissement de Paris. Et puis malheureusement, cette ouverture qui était très attendue, elle a été aidée par une belle cagnotte. Et elle a été accompagnée d'un bad buzz parce que forcément, dans bar queer racisé, il y a queer. Et puis il y a racisé. Donc forcément, voilà. Ça fait beaucoup aussi. Ça fait beaucoup. Ça partait pas très bien. Mais bon, il n'en fallait pas plus. En tout cas, pour qu'une partie d'Internet s'emballe. Des commentaires Google, des tweets qui disent que l'établissement refuse des personnes blanches à l'entrée, et un article complet sur l'Observatoire du wokisme qui dit que l'appartenance à une communauté victimisée est le principal critère d'entrée. Alors moi, je suis partie mener l'enquête. En tant que meuf non queer, je me suis assise ici, on m'a pas virée. Je me suis assise là et là, on m'a pas virée. Après, je me suis dit que c'était parce que j'étais racisée, mais Mathilde à la caméra, on l'a pas virée non plus. Forcément, il fallait qu'on pose la question à Rio et Maya, les co-créateurs du lieu, qui réfutent évidemment l'idée d'un bar anti-blanc. Ça va être des commentaires disant que justement on exclut, mais en fait c'est juste des personnes qui sont privilégiées de tout va et qui se sentent attaquées de voir qu'en fait il y a un projet pour une fois qui n'est pas fait pour eux. Seul dans le monde. Et on voulait aussi nous allier parce que j'ai envie de boire un coup avec mon pote hétéro, mais qui lui aussi se bat pour nous et il a sa place. Et ce soutien de la communauté montre aussi que c'était un besoin, un lieu dont on avait extrêmement besoin. Il y a énormément de bars gays créés par des mecs cis gays. Soit on se reconnaît pas quand, je sais pas, tu parles pour toi, mais on est une femme lesbienne noire. Soit moi je me sens archi fétiche en tant que mec trans asiatique. On mérite mieux et on veut le faire. Maintenant, j'ai besoin que ma communauté soit normalisée et que ça soit pas un gros mot d'être un espace communautaire. C'est intéressant ce qu'on a dit sur communauté, même communautaire. Oui, étymologiquement, le mot communauté, c'est la mise en commun de gens qui partagent les mêmes traits, les mêmes droits, les mêmes devoirs. Et en France hexagonale, ce mot, il a été tiré de façon mal perçue. On le décline dans les mots communautaire, communautarisme par exemple, avec l'idée d'un groupe qui exclut en fait tous ceux qui ne nous ressemblent pas. Aux USA, par contre, par exemple, le mot community, il est hyper amélioratif. On parle de rassemblement entre personnes qui se ressemblent. Et puis, il n'est pas rare de réunir des membres d'une communauté, voire de les prioriser dans certains lieux dédiés. Mais alors, du coup, quand on fait partie de plusieurs communautés, comment ça marche? Oui, quand on est une femme noire lesbienne ou un homme bi, pauvre, les problématiques subies, elles se cumulent, elles se croisent. Et c'est ce croisement à qui on donne le nom d'intersectionnalité. Là, il y a tout un pan de l'Assemblée nationale qui vient de faire intersectionnalité. C'est un mot qui fait peur, mais c'est un mot qui date quand même. Il a été inventé par une juriste féministe afro-américaine, Kimberly Crenshaw, qui dénonçait à la fin des années 80 la cumulation des discriminations subies par les femmes noires. Le mot, il a été ensuite utilisé en sociologie pour parler de la convergence des luttes entre toutes les formes de discrimination, le sexisme, le validisme, l'homophobie, etc. La liste est longue. Et la non-mixité, dans ces luttes-là, elle peut revêtir un caractère militant, oui, mais simplement aussi être proposée dans le cadre du divertissement. Le bar, par exemple, le bunker, ne se définit pas comme un lieu de non-mixité, mais il peut en proposer les conditions selon les contextes et les besoins des clients. Donc oui, un lieu de non-mixité pour beaucoup de minorités, ça offre la promesse d'un espace sécurisé ou d'un cocon pour les clients. Ça fait plaisir de consommer dans un lieu comme ça plutôt qu'un autre, parce que tu te dis que tu donnes la force à des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, quoi. Même idée pour certaines organisations, comme la Pride des banlieues, venue aujourd'hui préparer l'after de la Pride avec le bunker en raison de valeurs communes. Beaucoup de personnes, de clients du bunker sont des banlieues, parce que c'est majoritairement des personnes racisées. En fait, nous permettent d'être nous sans vivre du racisme, vivre du classisme. Puis enfin, ce lieu, c'est aussi l'occasion d'offrir aux queers racisés un autre espace que les bars un peu sombres, un peu underground. Un héritage d'ailleurs du temps où les LGBT devaient se cacher, même si ça se retrouve un petit peu dans le nom du bunker. C'est ça le bunker, c'est d'être en sécurité. Et en fait, on en a marre d'aller dans des endroits très, très claustro, des rideaux noirs. Pas envie de boire que des ginto et
Moi aussi, j'ai envie d'avoir un date dans un endroit où je sais qu'il n'y a pas le mec du coin qui va me regarder parce qu'on est lesbienne, pouvoir manger un bon plat, pas donner de l'argent à d'autres personnes qui sont dans le capitalisme et qui vont nous traiter derrière notre dos. Ouais, c'est vrai que Donc, un endroit lumineux, un endroit qui prône un peu notre drapeau, quoi. On a le plus beau drapeau, donc pourquoi on dans un truc tout caché, on va boire dans des éco-cups Non, mais on n'est pas en festival, quoi. Merci pour ce reportage qui a été fait avec Mathilde. Et je vous donne une petite stat sur la fin. Selon une enquête relayée par la Commission européenne en 2020, 40% des sondés LGBTQ+ racisés considèrent que leur couleur de peau, leur statut d'immigrant ou leur origine ethnique a été un facteur de discrimination supplémentaire. Je crois aussi que vous pouvez dire coucou au bunker parce qu'ils nous ont dit juste avant qu'ils étaient en train de nous regarder, qu'ils nous ont mis dans le bas. Bonjour le bunker. Merci de nous avoir Bienvenue. fait le Et on ira sûrement boire un verre chez vous après. Ouais. Pas ce soir, mais plus tard. Bah, apparemment, on peut rentrer, donc c'est l'occasion. Mais moi, j'ai une question pour vous, parce que je vous ai dit en début de chronique que je m'y connaissais pas forcément, ne serait-ce qu'en homophobie, il faut encore que je m'éduque là-dessus. En revanche, je m'y connais en racisme. Et je m'y connais un petit peu en classisme, c'est un petit peu ma spécialité. Et dans ce reportage, on a vu du coup, et j'ai entendu aussi que vous en parliez avant, que l'hyperpopularisation d'une discipline, d'un art, conduisait parfois peut-être à sa dépolitisation. Je pense à la culture hip-hop, par exemple, qui a été récupérée. Aujourd'hui, des bourgeois écoutent du hip-hop. Aujourd'hui, je pense aussi à la culture geek, voir un Marvel à l'époque où c'était un peu pointé du doigt, aujourd'hui tout le monde le fait. Comment est-ce que vous conciliez vos deux publics maintenant? Est-ce que c'est des publics qui se mélangent ou alors comment est-ce que vous gérez ça? C'est vrai que me concernant, vu que je fais du drag et je suis aussi sur Twitch, et je suis plutôt sur Twitch out of drag en fait, je suis plutôt moi-même. Et c'est vrai que concilier ces deux publics-là a été très compliqué aussi. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de personnes qui vont me voir en show qui sont là sur mes streams et inversement. Et c'est assez drôle, du coup, à ce niveau-là. Ah, moi, c'est mon combat, quoi. Enfin, je fais que ça, essayer de vraiment d'avoir aussi des fois, peut-être qu'on en reparlera, mais moi, je fais beaucoup, du coup, ce qu'on disait de théâtre, etc. Là, j'ai créé une pièce il y a quelques mois déjà, Dynastie, qui tourne un peu partout. Mais souvent, on tourne dans des lieux, des institutions très fortes où jamais un queer fout un pied d'habitude. Et là, il y a des gens qui viennent et 80% de la salle, elle est remplie de personnes qui n'ont jamais mis un pied. Et puis des jeunes, quoi, 19, 20 ans, 21 ans. Et ça, mais c'est vraiment pour ça que je fais ça, quoi. Il y a pas de... Donc oui, ça se mélange. C'est dur, il faut beaucoup lutter aussi contre les institutions. Des fois contre du pinkwashing ou aussi qui des fois se servent de faire rentrer l'art queer complètement de manière intéressée, etc. Voilà, faut lutter. En fait, il y a plein de couches contre lesquelles il faut être très vigilant, mais c'est possible et je pense en tout cas moi c'est ce que j'essaie de faire, quoi. Merci beaucoup. Et ben merci à toi Sarah pour ce reportage et puis pour cette découverte. Franchement, c'est toujours cool de découvrir des nouveaux lieux. Avec plaisir.